Bon, t'as fini? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a encore? C'est quoi le problème là? C'est bon, tu vas pas nous mettre tous tes nouveaux effets visuels en même temps là. Et alors? Si j'ai fait ce que je veux, si j'ai envie, que ça peut te foutre? Oui, mais les gens ils payent pas pour ça. Mais les gens ne payent pas pour ça, les personnes ne payent, c'est gratuit pour eux les gens. Pour ça on peut mettre ce qu'on veut. Regardez, on met un autre. Attention. Ah non, moi je vais très bien, c'est pas moi, non, c'est l'autre là. Ça va mon Jackie? Oh non, j'ai dû bouffer une merde hier soir. Oh c'est bon, ferme là. Bon, mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur 12 par sec. Aujourd'hui nous allons parler de Blade Runner et voilà. Et cette vidéo est à nouveau en partenariat avec Displate. Encore? Et oui, encore, parce que je crois que vous n'avez pas bien compris à quel point ces trucs sont mortels. Plus besoin de vous le présenter, hein. Ce sont des posters en métal avec des designs de ouf imprimés à la demande, avec un système de montage magnétique hyper simple. Vous avez été voir sur le site? Est-ce que vous avez été voir sur le site? Bah au niveau des thèmes, c'est pas compliqué. Il y a tout. Et oui, il y a tout, il y a tout, c'est tellement ouf, il y a tellement de trucs, c'est un peu comme le sac de Ginette. Il y a trop de poches, on pourrait chier dedans. Mais cette fois, moi je voudrais vous montrer un nouveau modèle. C'est un Displate Limited Edition, édition limitée. En fait, ce sont des displays avec des techniques d'impression spéciales, un peu en relief si je puis dire, avec des designs remasterisés et un nombre de copies limité à chaque fois. Il y a des trucs de ouf, hein, sérieux, il y a vraiment des trucs de ouf. Théma, les couleurs, les reliefs, les effets de lumière là que ça fait, c'est énorme. C'est fait avec ce qu'on appelle une finition brillante sélective, fait avec des encres spéciales, le tout dans un emballage haut de gamme. Magnifique. N'est-il pas? Et il y a un nouveau design tous les jeudis à minuit en série limitée, numérotée, avec certificat d'authenticité. Eh, on se fout pas de votre gueule. Après, pour les plus classiques, bah, il y a toujours plein de nouveautés. Hein. Là, il y a eu un nouvel arrivage ce matin, on a du Dune, on a de l'Elden Ring, du Pac-Man, fraîché du matin pêché. Et moi, pour l'occasion, et pour rester un peu dans le thème SF, bah, je me suis pris, voilà, ces deux-là que j'aimais bien. Je me suis pris un petit Hubble aussi, hein, qui va bien aller avec un autre que j'avais pris avant de James Webb. Et puis, je me suis repris un petit Star Wars aussi, parce qu'on en a jamais assez. Cliquez sur mon lien dans la description pour profiter de l'offre du moment. Faites-vous plaisir. Parce qu'on n'a qu'une vie et qu'il faut la décorer. Un grand merci encore une fois à Displate. Alors Blade Runner, c'est un film qui a hyper vieilli. Je vous assure. Je sais que c'est toujours compliqué de dire ça d'un film culte, hein, et tout le monde le kiffe, hein, faut surtout pas y toucher. Si t'en dis du mal, c'est que t'as rien compris et que t'es un con, et c'est vrai. Hein, si t'en dis du mal, t'es un con. Ah bah je l'ai bien vu avec Alien et 2001 le c'est de l'espace. Hein. Je m'en suis un tout petit peu moqué et on m'a tout de suite dit que j'avais rien compris. Mais vous savez quoi? C'est vous qui avez rien compris. Alors là vous avez vu pour cette vidéo j'y vais fort. Bah en disant ça j'envoie un message à mes ennemis. Hein. Mais il n'empêche qu'aujourd'hui, même si c'est effectivement une masterpiece et que il suffit de le regarder dans sa version 4K restaurée là, pour voir que le film est toujours sublime même 40 ans après, il y a quand même un petit lot de trucs qui aujourd'hui apparaissent comme légèrement moisis. Le film a moisi, c'est tout, c'est pas grave, hein, c'est normal. Hein. Il a 40 ans, à 40 ans on est plus tout frais, hein, croyez-moi. Hein. Regardez PH, complètement moisi. Hein. Mais alors, disons que PH c'est un petit peu différent parce que lui, il est pourri de l'intérieur. Hein. Et puis alors, depuis qu'il est petit, hein. Faut que je fasse gaffe parce que je viens d'en prendre 39 moi. Mais tout ça est bien peu de choses, car Blade Runner est au cinéma de science-fiction, ce que la chaîne 12 par sec est au YouTube Game International. Une œuvre pionnière, puissante, artistique, avant-gardiste, novatrice et incontournable. C'est un film qui est sorti en 1967. 1982 et qui adapte à l'écran un célèbre roman de Philip K. Dick, Les androïdes rêvent-ils de moutons électriques. Un roman sorti en 1992. 68. Et qui raconte une histoire, alors c'est une histoire complètement ouf. C'est l'histoire d'une famille dont les parents ont la capacité de se transformer en à peu près tout ce qu'ils veulent. Et ils ont aussi une particularité, c'est que le père est rose et la mère est plutôt noire. Et ils vont aussi avoir des enfants, ils vont dans 4 garçons et 3 filles, qui sont de toutes les couleurs et qui peuvent aussi se transformer. Et c'est quoi les noms des mecs? Alors, il y a Barbapapa, Barbamama, Barbidou, Barbouille, Barbabelle et Barbidure, Barbotine et Barbidule et Barbalala. Non, en fait, c'est, vous savez, une de ces histoires qui se passe dans le futur avec vous savez, les immeubles absolument immenses, là, de plusieurs kilomètres de haut, on voit même pas le sol, et des voitures volantes partout, là, en mode Coruscant dans Star Wars, ou comme dans le 5e élément, hein, ou encore comme dans Judge Dredd, hein, on en parle pas beaucoup de celui-là. Et c'est marrant parce que cette image des villes du futur, comme ça, on la connaît hyper bien, cette vision-là. Alors que pourtant, en fait, quand tu regardes un peu, il y a pas beaucoup de films qui l'ont mise en scène. Je crois que le premier film dans lequel on voit ça, ça doit être Metropolis, hein, de Fritz Lang. 1927, hein, et noir et blanc et tout, hein, même pas de parole. Film muet. Ah bah là, je crois qu'on peut dire que le mec était visionnaire. Et je sais pas s'il y a eu encore d'autres œuvres avant qui ont imaginé un futur un peu comme ça. Je crois qu'il y a un passage dans la Bible qui en parle. Je crois que c'est juste après que Mahomet, il ouvre la mer en deux, titre. Et donc, bah là, on est sur Terre, en 2019. Ouais.
C'était il y a 4 ans. Ah, la science-fiction, c'est fantastique. Et les humains sont partis vivre ailleurs. Ne reste plus que les déchets et les parias, et tous ces gens que la société a rejetés. À mon avis, on va croiser Astronogeek et Astronico. C'est une vie qui grouille et qui pullule. Et ça, pour le coup, c'est vraiment bien foutu. Ça fait hyper réel. On a l'impression d'y être. Alors après, pour les Parisiens, ça ne doit pas changer beaucoup. Et ben, on va pas trop raconter l'histoire maintenant, parce que de toute façon, on va raconter tout après. Blade Runner est le 3e film de Ridley Scott, après The Duelist et Alien, dont j'ai déjà parlé sur la chaîne, je vous mets le lien. Allez la voir, elle est absolument géniale. Et abonnez-vous à la chaîne aussi, le bouton est juste en dessous, un clic. Et donc notre Ridley, vous le connaissez tous, pas besoin de vous le présenter, c'est un bon. Enfin, c'est un bon. Quand il veut. J'en ai dit un mot dans ma vidéo sur Alien justement, mais Ridley, alors, il avait très bien commencé. Il a fait des super trucs tout au long de sa carrière. Gladiator, La Chute du Faucon Noir, Kingdom of Heaven, et j'en passe. Salut Jean. Salut. Et il a fait Prometheus et Alien Covenant. Alors dans le rôle titre, on retrouve Harrison Ford qui montait en puissance à Hollywood à ce moment-là avec Star Wars Indiana Jones sorti juste avant. Et en VF, il est bien sûr doublé par l'éternel Richard Darbois que je ne vous ferai pas l'affront de vous présenter. J'ai d'ailleurs pu enfin le rencontrer à la dernière, c'était la SF Connection de Colmar. Bon alors j'ai pas pu me prendre en photo avec lui, c'est con, j'ai que celle-là. Vous voyez là il est en photo à côté d'une poubelle. Dans le rôle du méchant, on retrouve l'acteur néerlandais Rutger Hauer. Si vous êtes cinéphile, vous l'avez vu dans des trucs, sinon pas vraiment. Moi je me rappelle de lui surtout dans Sin City. Il joue un type, je sais plus si c'est le frère ou le cousin du méchant là que Marv va bien défoncer comme il faut là. Et dans les rôles féminins, on a Sean Young qui interprète Rachel, l'androïde qui ne sait pas qu'elle en est un, et qui va vivre une petite romance avec Descartes justement. Sean Young jouera par la suite le rôle de Shani dans Dune de David Lynch, rôle qui sera repris par Zendaya, donc dans les nouveaux Dunes de Denis Villeneuve. Alors Zendaya... Et on a aussi Daryl Hannah qui joue Pris. Daryl Hannah c'est l'autre blonde dans Kill Bill. Et puis il y a d'autres types encore. À la partition c'est Vangelis, et alors pour moi, Vangelis, au-dessus, c'est le soleil. À chaque fois que je me demande quel est mon compositeur de musique préféré, j'hésite toujours entre Hans Zimmer, John Williams, Vangelis et Carlos. Carlos, c'est pas du tout un compositeur de musique de film. Bah, si on considère que Big Bisou, c'est un film à part entière, oui, si, c'en est un. Non mais sans déconner, Vangelis, quoi. Le morceau Mesa, ou Mesa, je sais pas, de la BO de Blade Runner 2049, c'est une pure dinguerie. Bon, alors, un détail près, c'est que la BO de 2049, c'est pas Vangelis, en fait. C'est Hans Zimmer, non? Ouais. Bah, de toute façon, c'est soit l'un, soit l'autre. Oui, parce que Blade Runner a une suite, Blade Runner 2049, sorti en 2017, et qui est pour moi un chef-d'œuvre absolu. J'ai ultra kiffé Blade Runner 2049. C'est un film qui, je crois, a beaucoup divisé, mais moi, je me range dans le camp de ceux qui pensent que c'est un chef-d'œuvre. Et c'est pas parce qu'il y a Ana de Armas, même si ça joue un petit peu quand même. Ah bah c'est sûr que elle, quand je la vois, ça me fait des trucs bizarres. Comme quand j'étais petit, que j'étais à la gym et que je faisais de la corde à nœuds. Alors bon, comme d'habitude, Blade Runner est un film qui est très intéressant d'analyser, il y a plein de messages. Ça explore des idées profondes à propos de l'humain, de l'humanité, de la vie tout simplement. C'est même un film qui est intéressant de revoir plusieurs fois pour comprendre chaque ligne de dialogue et pour voir chaque détail. C'est un film qui a 8 versions différentes, la dernière étant le Final Cut de 2007. Et puis je sais pas, il y a plein de trucs cool à dire. C'est un film qui est très spécial, avec d'un côté des trucs hyper futuristes et de l'autre des trucs hyper old school. Il y a d'énormes contrastes dans ce film. T'as un appareil qui peut te choper des détails incroyables à l'arrière-arrière-plan d'une photo et qui en même temps fait le bruit du vieux vidéo proche de mon daron. T'as des vendeurs de poissons qui peuvent analyser en direct l'origine d'une petite écaille de reptile et te dire de quel animal c'est, d'où ça vient et comment ça a été fait. Et à côté de ça, t'as des mecs à l'arrache qui passent dans les rues avec des autruches, quoi. On se croira à Noailles à Marseille. Bref, ce film nous donne tellement de choses à voir, à analyser que je ne me lancerai pas là-dedans. Et si c'est une analyse poussée de l'œuvre qui vous intéresse, eh bien vous trouverez pléthore de vidéos à ce sujet sur YouTube. Nous, on lance le film. Mais avant de lancer le film, petite info, restez bien jusqu'à la fin parce que je vous donne la date de mon tout premier live Twitch. Ça y est, on est bon, je rentre en piste. Et si vous voulez en être, restez jusqu'à la fin. Alors, le film commence. Bon, on est en 82, donc là on est sur du Minitel, on se connecte au 3615 arbre. Ah non, c'est le logo de la compagnie. Ah oui, d'accord. Allez, c'est parti. Alors, early in the 21e century. Bon, on s'en fout aussi, on avance, pas besoin d'un texte, on va le voir, ton film, on va comprendre. Je déteste les films comme ça, là, avec un texte au début, là, qui nous explique l'histoire comme si on allait rien comprendre et qu'on était abrutis. Ils se prennent pour qui, ces réalisateurs à la con, là? Donc on apprend que la Tyrell Corporation a créé des robots qu'on appelle des réplicants, qui sont comme des humains mais en plus fort, un genre de C-17 et C-18, enfin même là ce serait plutôt C-16, et que ces machins servent d'esclaves pour l'exploration et la colonisation d'autres planètes. Sauf qu'un esclave, par définition, à un moment donné il va se rebeller, parce que il aime pas trop qu'on se foute de sa gueule. Et la dernière génération des réplicants qu'on appelle des Nexus 6. Oui, ouais, c'est nous, ici le capitaine du Nexus 6. Non, pas vous les gars, pas vous.
Pourquoi pas nous? Mais parce que... Tu vas payer. Tu me feras un prix? Mais pourquoi pas nous? Mais parce que c'est pas vous, là, c'est pas vous. Je veux dire, vous, voilà, mais vous êtes très bien, y a pas de soucis, on vous adore depuis le début, ça a jamais changé. Ah mais j'espère bien que ça a jamais changé. Oui, mais là, on parle du film de Ridley Scott, pas des copains sur YouTube. Quoi? Rien. Bah voilà, bah très bien. Bah, bisous alors. Non, non, pas très bien. Moi, le capitaine du Nexus 6 et tout mon équipage, on trouve un peu limite qu'une chaîne comme 12 par sec, qui parle des Nexus 6, n'invite pas la chaîne Nexus 6. Y a pas un truc qui vous choque là, hein? Non mais cette vidéo n'a aucun sens. Bah je vous invite puisque vous êtes là. Oui, mais pour dire quoi? Ah bah mais ça j'en sais rien moi, qu'est-ce que vous voulez dire? Rien. Bah, je peux continuer ou... Ouais, mais on t'a à l'œil. T'avises pas de dire des conneries sur Blade Runner. Et donc bah voilà, vu que les Nexus 6 ont buté des humains, bah ils sont recherchés dans le monde entier, ils sont déclarés hors la loi, et si on en voit un seul sur Terre, on y nique sa gueule à ce salopère. Et ça, c'est le boulot des Blade Runner, donc c'est un genre de police qui va s'occuper de devoir, devoir retirer, de devoir éliminer les derniers Nexus 6. Nexus 6. Nexus 6, pareil. Los Angeles, novembre 2019. Alors, comment vous dire? Comment vous dire que tous ces mecs-là, là, les Philippe Cabit, les Isaac Asimov, les Stanley Kubrick et tous ces mange-merdes là, on a toujours l'habitude de dire qu'ils ont été des talents, je veux dire, des incroyables, des génies visionnaires, tout ça. Oui, bah ils ont été visionnaires surtout, sauf sur les dates. Parce qu'aujourd'hui, on est en 2023, donc 4 ans après, et ça ressemble toujours pas à ça. Bah, quoique, on en est pas si loin quand même. Ah ouais, là, il y a quand même une bagnole qui vole. Alors, vous voyez bien qu'on n'a pas le compte. Mais, en même temps, on peut pas trop leur en vouloir. Parce que le truc, c'est que, qu'est-ce qui s'est passé? Parce qu'en fait, quand tu regardes bien, tout le monde s'est planté. Bah, Zemeckis, lui, les voitures volantes, il les a imaginées pour 2015, alors. Ah bah ouais, là, c'est comme tout, hein. Il y a le bon visionnaire, il y a le mauvais visionnaire. Hein. On en parle de Kubrick qui imaginait des bases sur la Lune comme ça pour 2001. Quel abruti, lui aussi, non mais... Et après, on va crier au génie. Oui, ce sont des visionnaires, ils ont imaginé des choses que personne d'autre avant eux n'avait imaginées. Oui, c'est certainement vrai. Ils se sont juste plantés de 3 siècles, mais bon, c'est pas grave. Ah bah, à ce niveau-là, c'est plus de l'à peu près, hein. Là, c'est à la well again et beast to fly. Je déteste cette expression, putain, s'il y en a un d'entre vous qui ose mettre ça en commentaire, ne le faites pas. Alors, je peux pas vous mettre la musique d'Evangelis parce que droit d'auteur, tout ça, mais putain de nom de Dieu que le thème musical de l'ouverture du film. Mais c'est sublime. Alors, on est dans un bureau, on a le droit de fumer à l'intérieur, hein. Ça c'est bien le futur, hein. Ils sont revenus aux vraies valeurs. Enfin, là, c'est pas le futur, c'est le passé maintenant, mais bon, c'est le futur dans le passé, quoi. Sujet suivant, Kowalski-Léon. Kowalski-Léon, deux noms de merde, hein. Je crois qu'on est d'accord. À mon avis, lui, c'est un répliquant direct. Hein. Bah aussi, si c'est un humain, tu l'appelles pas comme ça, hein. Et tu l'appelles Timéo ou Raphaël, ce que tu veux. Enfin, encore que Léon, peut passer, mais ça reste limite. Hein. Et là, le type s'assoit et le gars en face va lui faire passer un test. Il va lui poser plein de questions pour voir comment il réagit. Entre parenthèses, vous aurez tout reconnu Brilliant James, qui joue requin dans Tango et Cash, et surtout Général Monroe dans le 5e élément, alors. Me dites pas que vous l'avez pas reconnu. Hein. Oh. Vous êtes dans un désert, vous marchez dans le sable. Quand tout à coup vous voyez... Mais lequel? Pardon. Quel désert? Bon, lui, il va faire chier, mais pose pas de questions, abruti, écoute ce qu'on te dit, c'est tout. Ça me rappelle l'excellent passage dans Steak de Quentin Dupieux, où Ramsey essaie de faire une blague à Eric avec un nuage, mais en fait, Eric, il comprend pas la blague. C'est un plan séquence de 4 minutes, et ça montre vraiment tout le talent de comédien et de comique de ces deux mecs. Bref, vous êtes dans le désert. Pourquoi je me retrouverais là? Mais tu vas la fermer, oui, c'est pas possible. Tout à coup, vous voyez un Kélonien, Léon, qui rampe vers vous. Un Kélonia? C'est quoi ça? Vous savez ce que c'est qu'une tortue? Bien sûr. C'est pareil. Oui, bon, bah dans ce cas-là, d'une tortue, toi aussi. Qu'est-ce que vous emmerde avec ton Kélomnia, là? Vous l'avez reconnu, lui, là? Enfin, lui, non, vous l'avez pas reconnu, mais vous avez reconnu sa voix. Vous retournez cet animal sur le dos d'un geste brusque, Léon. Hein? Pas reconnu. Je m'appelle Lando Calrissian, je suis l'administrateur de ce complexe. Bah voilà, Jean Roche, il est fort. Bon, donc Lando dit à Léon qu'il retourne une tortue sur sa carapace et que pendant qu'elle se débat, lui ne l'aide pas. Et Lando lui demande pourquoi. Hein? Pourquoi tu l'aides pas? Elle va crever la tortue toute seule là, pourquoi tu l'aides pas? Espèce de salaud va. Parce que c'est une tortue ninja? Exactement, comment t'as deviné? Bah je sais pas l'instinct, je suis un robot. Et en fait là on voit un truc qui va revenir beaucoup pendant le film, c'est la question des animaux en fait. Bon, il n'y a plus d'animaux, ça n'existe plus. Maintenant tous les animaux qu'on voit sont des faux et les vrais animaux coûtent très très cher. Mais les répliquants en fait comme ils ont pas d'empathie, ils ont pas de sentiments, les animaux en fait ils s'en foutent. Et c'est comme ça qu'on peut les piéger. Et là on voit que Léon il est un peu décontenancé par la question et qu'il sait pas comment réagir. Et du coup comme je disais tout à l'heure, un répliquant ça aime pas trop qu'on le prenne pour un con. Donc bah une balle dans le bide, digère-moi ça tiens. Ah non mais les répliquants, les animaux c'est le sujet tabou. Et bim, on arrive en ville. Et quand on arrive en ville... J'aime bien ce plan là, il me fait un peu penser au plan au début d'Avatar là, tu sais dans la foule avec les néons partout là. Vous avez vu les mecs ont des sabres laser parapluie. Parce que c'est bien connu que les Jedi n'aiment pas avoir les cheveux mouillés. Hein. Surtout Mace Windu, hein. Et là, on découvre Han Solo.
Indiana Jones, Rick Deckard, le Blade Runner, qui lit tranquillement la Gazette. Vous allez nous faire croire qu'il y a encore des journaux comme ça dans le futur, enfin dans le passé. Mais normalement, ils devraient tous avoir des iPads et des Apple Watch. Il casse une petite croûte et direct il se fait arrêter, on sait pas pourquoi. Les flics le ramènent dans leur bagnole. Oh mais les écrans du futur quoi, non mais je suis sûr c'est même pas tactile. Oh la purge quoi, non mais... Bah, tiens, regarde, ils le disent eux-mêmes. Allez, petite balade en bagnole, tous ces plans sont ouf, hein, non vraiment. On est comme en 1982, hein, niveau effet visuel on est pas mal. Bon par contre c'est beau, mais putain qu'est-ce que c'est lent. Bah, c'est pas compliqué, il y a au moins un tiers du film où il ne se passe rien et on ne fait qu'attendre. Mais... c'est un chef-d'œuvre. Hey, on avait dit que tu dirais pas de conneries sur Blade Runner. Ça y est, hein, les gens du 21e siècle, comme d'habitude, dès que ça fait plus de 3 minutes, c'est chiant, hein. Pas étonnant que la moitié de l'humanité soit morte en 2038. Il arrive chez son inspecteur qui va lui expliquer le problème, et quand on lui explique un problème ou une situation un peu tendue à quelqu'un et qu'on veut qu'il nous écoute, comment on fait? Voilà. Tiens, serre-toi, avec ça on va pouvoir causer. Ah, ils savent y faire les patrons de la police, hein. Bah ils ont de l'expérience. Son patron lui explique qu'il y a des réplicants type Nexus 6 qui se sont échappés, qui ont chouré une navette spatiale, qui ont buté tout l'équipage, et qui se sont planqués sur Terre. Alors là, comme d'habitude, le gars ne veut pas, il dit que c'est tout ça, c'est derrière lui, c'est plus pour lui, il en a terminé. Mettez quelqu'un d'autre sur le coup, mais pas moi. Cliché, mais c'est un chef-d'œuvre. Sauf que non, son patron lui dit que c'est mort, il va reprendre du service. Pendant ce temps-là, il y a le capitaine Will Adama de Battlestar Galactica qui fait des petites sculptures en papier toutes mignonnes. Allez, c'est parti, il se repasse le test de Léon, là, on voit bien que c'est un Nexus 6, hein, c'est écrit. Et là, le patron, il file quelques détails à Descartes, René de son prénom. Les Nexus 6 qui se sont évadés ont essayé de pénétrer la Tyrell Corporation pour se faire passer pour les employés. C'est-à-dire, tu te demandes quand même un peu c'est quoi le projet, quoi. Non, parce que c'est quand même la Tyrell Corporation qui les a créés. En plus, c'est le dernier modèle, donc ça doit être hyper cher. Leur visage doit être connu d'absolument tout le monde chez Tyrell, même le gardien en bas. Et eux, tranquilles, ils vont dans la gueule du loup pour essayer de se faire passer pour les employés. C'est sûr que ça va marcher sans problème. C'est ça l'intelligence supérieure? Bravo. Descartes demande au patron pourquoi ils font ça. À toi de me le dire, mon vieux, c'est pour ça que je te paie. Et là, Harrison nous fait sa petite mimique, à peine surjouée. Et on l'aime bien, cette petite gueule d'amour. C'est un beau dessin, hein. C'est moi qui l'ai fait. Ceci est un mensonge. Et là, on découvre à l'écran Roy Betty. Le v'là le C16, l'arien type. Le soldat parfait qui aura filé une bonne gaule à tonton Adolphe. Après, on voit toute l'équipe aussi. On voit Zora, une tueuse un peu en mode Gamora. Elle fout les boules, hein. Et pendant qu'ils font la présentation, bah, y a le patron qui explique à Descartes ce que nous on doit savoir un peu sur les Nexus 6. Ils sont identiques aux humains, sauf pour les émotions, puisqu'ils n'en ont aucune. Mais comme on s'est rendu compte qu'ils peuvent en développer des émotions avec le temps, on a trouvé une solution radicale, on a raccourci leur vie. Ils ne peuvent vivre que 4 ans. Entre parenthèses, je trouve un peu bizarre que le patron ait besoin d'expliquer tout ça à Descartes seulement maintenant. Tu sais, c'est un Blade Runner, quoi, le mec qui fait ça depuis je sais pas combien de temps, il a jamais entendu parler d'un Nexus 6, quoi, il sait pas ce que c'est, quoi. C'est son boulot, merde. Je suis désolé, c'est pas crédible. Allez, let's go, direction la Tyrell Corporation. On passe devant les immeubles en pyramide, hein, qui ont carrément de la gueule, avec toujours la musique d'Evangelis. Bah oui, ça n'a pas changé entre temps. Cette scène est lente, les mouvements de caméra, les déplacements de la voiture, tout est hyper lent. On a l'impression d'être un peu dans une sorte d'atmosphère complètement mystère. Oh putain, il y a une chouette. Qu'est-ce qu'il fout là? C'est pas une chouette, c'est un hibou. Hein. Comment tu le sais? Bah parce qu'il a des aigrettes là, c'est les espèces de trucs d'oreilles là, qui sont pas des oreilles d'ailleurs. Bah ça c'est les hiboux qui en ont, les chouettes elles en ont pas. Bah, un hibou alors. Bah oui mais au moins on dit les trucs. Oui bon on en a rien à foutre. Hein. Notre hibou vous plaît? Alors franchement je m'en cogne. Et là, la femme s'approche. Je m'appelle Rachel. D'accord. C'est marrant, on dirait pas qu'il dit Descartes, son nom, on dirait plutôt qu'il dit d'accord, mais tu sais, avec un accent, on vient un vieux accent pourri de normand là. Descartes. D'accord. Et là, il y a le big boss qui arrive, le créateur, Monsieur Tyrell, en chair et en personne. C'est lui qui a créé les réplicants, c'est un grand scientifique. Ou pour le dire plus simplement, c'est pas la moitié d'un trou de balle, hein. Et là, le type demande à Descartes de faire passer le fameux test à sa secrétaire, pour voir si c'est fiable ou non. Parce que lui là, il y croit moyennement à ce test à 2 balles là. Alors du coup, Descartes commence à poser des questions à Rachel. Alors, vous vous baladez à Marrakech, et là, vous voyez un monsieur qui propose un pendentif avec une main de Fatma. Je ne l'accepte pas. Et aussi, je vais voir la police pour lui signaler la personne qui me l'a donné. Non mais ça va, c'est pas parce que c'est un arabe qu'il faut tout de suite aller voir la police, hein, calmez-vous. Hein. À mon avis, ça c'est pas un robot, hein, c'est une vraie humaine. Hein. Bon alors maintenant vous êtes à Shanghai, vous marchez dans la rue, il y a une dame avec un stand qui vous propose des nems. Je la tue. Non mais là c'est pas possible, vous pouvez pas tuer tous les étrangers que vous voyez. À ce compte-là, faut rester chez vous. Non mais c'est vrai, elle abuse quand même, elle veut tuer tout le monde. Bon, et donc après avoir posé une centaine de questions quand même, eh ben il en déduit qu'elle est une réplicant. Sauf qu'elle ne le sait pas elle-même, donc c'est encore plus dur de la griller. Bon, Descartes et Gaffe, là, le mec des origamis, ils vont chez Léon, sauf qu'il est pas chez lui, puisqu'il est parti rejoindre Roy, qui a déjà commencé à vieillir, hein. Le mec à 3 ans, il a déjà des cheveux blancs, ça va vite. Hein. Il décide d'aller se faire un petit resto, parce que c'est pas tout, hein, mais il commence à faire faim. Et ils vont se faire un petit japonais avec des sushis de yeux, hein, des yeux, voilà, ça a pas l'air mauvais. Hein. Et d'ailleurs, vous savez pourquoi les japonais, ils ont les yeux, tu sais, des yeux bridés comme ça? Alors parce que 2 bombes atomiques, tu sais, ça pique les yeux un peu quand même. Bonjour, on va prendre un menu M8 et un beau bout de bœuf et puis chow mein poulet s'il vous plaît. Sauf que Roy Segour, parce que le vieux il est pas restaurateur, il fait des yeux, les yeux des réplicants, les yeux rouges là qu'on voit comme ça, c'est lui qui les fait.
fait. Bon, Roy demande au vieux qu'est-ce qui se passe, et le vieux dit non, moi je sais rien, il faut aller voir Tyrell, la corporation, là c'est vous, c'est votre créateur, il sait tout lui. Sauf que comme ils rentreront jamais avec leur dégaine de Romanichel, eh ben il faut qu'ils aillent voir un certain J.F. Sébastien. Descartes lui rentre chez lui, il pense encore à la petite Rachel là. D'ailleurs il pense tellement qu'il s'en tape une petite dans l'ascenseur. Non mais je déconne, il est juste en train de bailler, c'est tout. Wow, qu'est-ce qui se passe? Ah tiens, quand on parle de nous, t'es là toi. On se demande comment Descartes a fait pour ne la voir que maintenant, quand il arrive au 97e étage. Genre il l'a pas vu avant quoi. Ah non mais c'est un bon Blade Runner, hein. Très bien d'aller changer ses yeux aussi lui. Bon, maintenant qu'elle est là, il a pas laissé sur le pas de la porte. Elle va bien rentrer 5 minutes. Bon lui il sert un petit verre parce que bon parce qu'il est chez lui, hein. Ouais, il fait ce qu'il veut, hein. On a encore le droit de boire un coup chez soi ou c'est interdit? Et on embrasse les alcooliques. Elle lui dit qu'elle est pas une réplicante. Et elle y croit, la gueuse. Elle lui montre même une petite photo d'elle avec sa maman quand elle était toute petite. Oh, le bonhomme est trop mignon. Sauf que Descartes, il va bien la refroidir parce qu'il va lui-même lui raconter tous ses souvenirs à elle. Hein? Quand elle volait tous les bonbons à la boulangerie puis qu'elle faisait acculer son frère. Alors, vilaine, méchante. Hein? Quand t'as 16 ans, elle a découvert qu'une carotte, ça pouvait s'utiliser autrement. Hein? Tu l'as raconté à personne, ça? Ben pourtant, moi, je le sais. Ah, ben, je le sais parce que j'étais là. J'étais planqué dans le placard. C'est même moi qui ai mis la carotte en évidence. Et il lui explique qu'en fait, tous ses souvenirs ne sont que des implants. En l'occurrence, la nièce de Tyrell, qui aimait bien les carottes. Et là, la petite Rachel, elle se rend bien compte que oui, c'est la dure réalité. Elle est un robot. Ah, ça doit lui en mettre un petit coup, hein? Bah forcément. Ah, putain. Bah t'as gagné, pleure maintenant. Bravo, t'es content de toi? Pauvre type. Tu peux pas lui dire autrement. Tu sais, ou je sais pas, essayer d'enrober le truc, je sais pas, ou même lui mentir que ça peut foutre. Mais on ne la laisse pas pleurer, on ne laisse pas bébé dans un coin. Bon, il essaie bien de se rattraper en lui proposant un verre, mais elle a trop le seum, wesh. Du coup, elle se barre. Et alors là, je voudrais juste faire une pause là. Voilà, sur ce verre là. Vous voyez ce verre? Alors, on s'en fout, évidemment, c'est qu'un verre. Mais il y a un truc absolument génial lors de la sortie de Blade Runner 2049. Pendant que Ryan Gosling et Harrison Ford faisaient la promo, là, ils étaient invités partout. Il y a même un super passage chez Graham Norton où Harrison Ford fait semblant de ne pas se rappeler du nom de Ryan Gosling. Ryan. It's Ryan. Je vous ai mis le lien en description, franchement c'est marrant. Et ils ont été interviewés par Alison Hammond, une présentatrice et actrice anglaise qui est absolument géniale. Et l'interview qu'elle leur fait est peut-être l'une des interviews les plus drôles que j'ai jamais vues. Et elle commence justement par dire à Gosling que les verres, là, t'as vu, il y a des verres qui sont là. Et c'est les mêmes que pour le Blade Runner original, celui qu'on vient de voir. Et elle dit à Gosling, t'as vu, c'est cool, hein, on a fait attention aux détails et tout pour les fans. Et Gosling, il dit, bah ouais, c'est super, c'est cool, vous devez être fan du film original. Et elle répond, Never seen it. J'en ai connu l'interview, elle est terrible. La meuf, elle se marre trop comme une dingue, elle raconte que les conneries. Gosling, lui aussi, il est mort de rire. Et même Harrison Ford, qui était un peu tout le temps bougon, qui se marre jamais, et là, lui aussi, il est mort de rire. Be interested, I said. How much? Show me the money. Ah, la meuf, mais elle est vraiment énorme. Enfin, oui. Mais franchement, elle en plus, elle a un rire de ouf. Franchement, si vous voulez vous marrer un bon coup, mettez cette vidéo. Le lien est en description aussi. Alors attention, entrée en scène du Nexus 6 Pris, la petite amie de Roy qui ressemble plus à une clono défoncée au crack qu'à un androïde dernière génération. Elle marche tranquille dans la rue, elle passe devant les flics alors qu'elle doit juste être hyper recherchée par tout le monde, quoi. Encore un truc qui est absolument pas logique. Alors elle, c'est censé être un modèle de divertissement pour adultes. Vous voyez ce que je veux dire, hein? Vous voyez très bien ce que je veux dire. Les enfants qui regardent cette vidéo ne voient pas ce que je veux dire, mais les parents qui sont juste à côté d'eux, vous voyez très bien ce que je veux dire. Bande de dégueulasses. Vous pouvez l'expliquer à vos enfants si vous voulez. Ouais, n'empêche que, franchement, je sais pas vous, mais moi là, j'en veux pas. Non mais regardez-moi la race qu'elle a, elle est complètement débranlée là, on dirait qu'elle a un ballot de paille sur la tête. C'est quoi ce vieux robot là? Elle clope, elle va dormir dans les poubelles. Elles sont la merde. Mais tout l'or du monde ne vaut pas ça. Là, il y a un type qui rentre chez lui et qui la voit, la petite elle prend peur, mais le gars lui dit, là, tout va bien. Qu'est-ce que tu fais? T'es toute seule? Tu veux pas monter 2 minutes? Hein? Moi, c'est J.F. Sébastien. Ah bah tiens, comme par hasard, c'est donc lui les gars que les autres doivent trouver. Décidément, cette ville est minuscule. Après tout, ce n'est que Los Angeles. Elle lui dit qu'elle est paumée, qu'elle sait pas où aller. Oui, bah y a peut-être mieux que les poubelles pour commencer à chercher. Je crois qu'on s'est fait peur tous les deux, n'est-ce pas? Un peu qui m'a fait peur, t'as vu la gueule que t'as? On dirait un croisement entre Grishka Bogdanov et un chien parmentier. Même les chiens ont peur de toi. Bon, il est cool, il la ramène chez lui, il doit être bien désespéré lui aussi. Et elle lui dit qu'il vit seul mais qu'il s'est fabriqué des pantins en jouets pour avoir des amis. En fait, c'est juste Sid de Toy Story qui a grandi, quoi. Wow, c'est quoi ce bordel? Putain, mais c'est bien creepy votre truc là. Alors là, le film va commencer enfin à devenir intéressant puisque Descartes va se rendre dans un club de striptease. Parce qu'un Blade Runner, il bosse toute la journée, hein. C'est pas un métier facile. Il sait même pas s'il va avoir une retraite. Ou alors il faudra qu'il bosse jusqu'à 64 ans là. Donc le soir, bah il a aussi le droit de se détendre un peu, tu vois. Et désolé, y a pas de mal à se faire du bien. En plus là, on peut rien lui dire parce qu'il travaille. Il est pas venu pour le plaisir des yeux. Alors bon, j'ai sauté la scène, il a eu plan par un type là, comme quoi que il y aurait peut-être un répliquant dans le coin. Et là, il y a une voix qui dit: Regardez comme elle prend du plaisir.
avec son serpent. Bah oui. Hein. Et là, il y a Demi Moore qui arrive pour une scène de danse inoubliable. Ah non, pardon, ça c'est dans le film Striptease, un film qui m'a beaucoup marqué étant jeune. Et là, il y a Elizabeth Hurley qui arrive pour une scène de danse inoubliable. Ah non, ça c'est dans le film Showgirls, un film qui m'a beaucoup marqué étant jeune. Et là, il y a Terry Hatcher qui arrive pour une scène de danse inoubliable. Ah non, ça c'est dans Tango et Cash, un film qui m'a beaucoup marqué étant jeune. D'ailleurs, il arrive, hein, celui-là, dans les prochaines vidéos, là je vais en parler. Là. Non, là on verra rien en fait. Hein. Il y aura même pas un petit bout de sein pour les hommes ou pour les femmes ou pour les renards. Même pas une petite tablette de crunch là pour les femmes ou les hommes ou les tabourets. Et si vous voulez voir des beaux gosses qui dansent, vous pouvez regarder le film Magic Mike ou le début de ma vidéo sur l'histoire sans fin. Descartes attend que la meuf passe, elle interpelle en se faisant passer pour un témoin de Jéhovah. On voudrait vous inviter à un grand événement, ça s'appelle « Ne feins pas l'amour du Christ ». C'est pas une contrepétrie, j'espère. Si, oui. Enfin non. Sauf qu'elle, elle réfléchit, et elle se rend compte que si, « Ne feins pas l'amour du Christ », c'est une contrepétrie. Et ça lui plaît pas du tout. Alors bam, elle défonce Descartes. Elle enfile un manteau pour pas qu'on voit son corps dénudé, et elle s'enfuit dans la rue. Descartes court à sa poursuite, mais là, il y a un truc trop chelou, c'est qu'il y a un nain qui, on sait pas d'où il sort, il lui lance un truc. Vous avez vu, il passe comme ça, là, et là, il y a un nain debout sur la bagnole qui lui balance un truc. Mais il est sérieux lui, c'est quoi son problème? Elle course-poursuite dans la rue, là, mais c'est un merdier là-dedans. Mais comment tu veux trouver quoi que ce soit? Non mais sérieux, c'est tellement n'importe quoi. Regardez le feu là. Les piétons ont moins d'une seconde pour traverser. Là tu peux, là tu peux pas. Là tu peux, là tu peux pas. Ah t'as intérêt de courir vite, hein. Bon au final, il la retrouve, elle s'échappe, mais lui, bam! Pas de pitié pour les répliquants. Il la descend devant tout le monde. Elle tombe au ralenti, c'est horrible. Le tout sur la musique lente et un peu triste de notre banjo. L'ambiance est pas rose, l'ambiance est morose. C'en est fini pour Zora, la répliquante stripteaseuse. Et regardez qui c'est qui était là sur la scène de crime. Et devinez qui c'est qui a tout vu, hein? Et devinez qui c'est qui n'a rien vu, hein? Léon, l'autre répliquant du début. Et lui, il est pas content. Hein. Descartes essaie de se barrer, mais il se fait choper. Et là, j'aime trop comment Harrison Ford se retourne en mode Et là, Léon, il lui pose la question qui tue. Mon jour de naissance est le 10 avril 2017. Combien j'ai de temps à vivre? 4 ans. Et ouais, les Nexus 6, ils savent qu'ils vivent pas longtemps. Et ça les rend chafouins. Je sais que chafouin, ça veut pas dire ce qu'on pense que ça veut dire. Je l'utilise mal, mais c'est pas grave, j'aime bien le dire quand même. Du coup, baston. Léon défonce Descartes en mode badass. C'est dur de ne pas pouvoir se gratter là où ça démange. C'est vrai. Pourquoi il dit ça en plein milieu d'une baston? Aucun sens. Les mecs se fight et ils s'arrêtent en plein milieu pour dire une phrase à la con. T'as vu? Le prix des poireaux a encore augmenté. C'est vrai. Léon est sur le point de tuer Descartes, mais bam! Une balle dans la tête. Et c'est signé Rachel qui vient de sauver Rick. Et du coup, ça fait 2 Nexus 6 éliminés en quelques minutes. Il en reste plus que 2 autres. Allez, retête-à-tête entre le chasseur de primes et le robot, ils se disent pas grand chose. Hein. Encore une scène là, je m'excuse, mais c'est long, c'est lent, c'est chiant, il y a une ambiance de merde en plus. On se croit dans un discours du pape. Et là, tout passe par les regards. Les silences. C'est-à-dire c'est trop laid quoi. On veut de l'action nous, merde. Allez Descartes là, t'es un Blade Runner bordel, sors-lui le grand jeu là. Dis-lui un truc cool là, je sais pas, voilà. Dis-lui qu'elle a les yeux qui chantent le cul. Oh, retenez-le les gars. Je sais pas, je sais pas. La vulgarité du mec. Pas moi qui fais les dialogues. Hein. Ah bah heureusement. Hein. Ouais bah n'empêche qu'on perdrait moins de temps, hein, parce que là c'est bien mais c'est lent. Hein. Bon Descartes se met à l'aise. Mais qu'est-ce que c'est que cette chemise de merde là? Mais c'est pas possible, on dirait un bûcheron. N'importe quoi, y a pas d'arbre dans le futur. Bon là on sait pas trop ce qui est en train de se passer. C'est-à-dire, on connaît les bails, on connaît les personnages, on connaît leur situation. En aucun cas ils pourraient tomber amoureux l'un de l'autre. Ou même avoir un rapport. Ils sont pas compatibles. Il y a un humain et un robot. Mais n'empêche qu'à ce moment-là, on ne pense à rien d'autre que ça. Et là, elle va lui poser une question qui va nous faire complètement changer de perspective. Votre test de Voigtkampf, avez-vous eu l'idée de le faire sur vous? Eh ouais, excellente question madame l'androïde. Parce que Descartes est tellement occupé à cacher le robot qu'il a même peu le temps de se poser la question qui tue. Est-ce qu'il n'en serait pas un lui-même? Et là ça changerait tout ou pas d'ailleurs, peut-être que ça changera rien en fait. Alors, hein? Qu'est-ce qu'il en pense? Qu'est-ce qu'il répond à l'intéressé? Bah il dort, bah bravo, putain mais il a vraiment un lot de foot lui. En plus je suis sûr il a fait près de s'endormir torse nu là pour Kevin lui faire des petits bisous sur les tétons là. Allez, Descartes se rapproche, il va tenter quelque chose. La petite se laisse faire, elle a mis le mode automatique. Et là ça y est, il va se taper un robot. Il va faire son Krillin. En même temps, pour le coup, moi j'y vais aussi. Bah, pas me priver, hein. Moi je vois un robot comme ça, t'inquiète pas que je vais la sonder. Et au final, elle se laisse faire. Elle a dit non au début, mais on sait très bien que non, pour une fille, ça veut dire oui. Et qu'il y a une règle bien connue, hein, c'est que les filles doivent dire 7 fois non avant que ça veuille vraiment dire non. Et là, elle l'a dit que 6 fois, donc là, j'ai été bon. Voilà, c'était donc la dernière phrase de Yann Solo sur la chaîne 12 par sec. J'espère que les vidéos vous ont plu. J'ai passé 7 merveilleuses années en votre compagnie. Je vous remercie énormément de m'avoir suivi et de m'avoir soutenu pendant toutes ces années. J'ai fait mes vidéos comme j'ai eu envie de les faire, et je voudrais vous dire merci et bravo. On les mettra tous à bas, tous ensemble et contre tous. Bon, non, je rigole, je pars pas tout de suite, je reste encore un petit peu. Par contre, les gars, quand une fille dit non une fois, ça veut dire non tout de suite, immédiatement. Hein. Non mais voilà, que ce soit dit, hein. Après,
Peut l'aider peut-être à changer d'avis, effectivement, mais bon, c'est non, hein, voilà. Bon, scène suivante, on retrouve Pris qui se maquille chez l'autre chelou qui dort, là. Elle arrive derrière lui en faisant la roue, pour absolument aucune raison. Ou alors elle a oublié de faire sa mise à jour et du coup elle marche comme ça. Et puis alors, oui, qu'est-ce que c'est que cette scène encore aussi, là? C'est un film de Ridley Scott ou de Terry Gilliam? Non mais sérieux, faites pause et regardez le nombre de trucs chelous au centimètre carré. Bon, lui, il explique qu'il a le syndrome de Mathusalem, c'est-à-dire qu'il vieillit plus vite que la moyenne, en mode Benjamin Button. Et c'est pour ça qu'il est resté sur Terre, qu'il est pas parti avec les autres, parce qu'il est malade et qu'on l'a laissé là. Mais lui, il dit que c'est pas grave. De toute façon, je suis heureux ici. Oh la vache, je ne veux pas savoir ce qu'il fait avec ces trucs là. Non mais regardez l'autre là, il a la bouche attachée, il a le nez, on dirait un chivre. Oh ça y est, j'ai l'image. Oh, c'est pas... Oh, c'est dégueu. Et là, il y a Roy qui se pointe. Salut Roy. Il voit JF et il le kiffe tout de suite. J'aime ceux qui vivent en marge. Tu veux dire ceux qui s'habillent comme ça? Et là, Roy, alors, autant il peut être ultra badass, bien vénère et il défonce tout le monde, autant la ceinture au-dessus du nombril en mode Papy Robert de 85 ans, ça pète un peu le charisme. Et là, les deux Nexus 6 demandent à JF de les emmener directement chez Tyrell. Et c'est comme ça qu'ils arrivent chez le créateur pour lui dire qu'ils veulent une nouvelle mise à jour. Sauf que l'autre, il leur dit que c'est pas possible, parce que voilà, c'est pas possible, il faut modifier le code source, il faut un VPN, je sais pas quoi. Ils ont déjà essayé de modifier le Nexus 6 et à chaque fois, ça a foiré. Nous vous avons fait aussi bien que nous pouvions. Mais pas pour durer. Chaque fois qu'une lumière brûle 2 fois plus, elle brûle 2 fois moins longtemps. Comme les étoiles. C'est beau, hein? Ouais, non, mais il est poète, hein, le Tyrell. Mais c'est pas ça qui le sauvera. Parce que du coup, Roy, ça fait pas ses affaires. Alors il chope le Tyrell, il lui met ses gros pouces dans les yeux, comme Jim fait au militaire dans 20 jours plus tard. Technique radicale et efficace. Et là, le fils prodige tue Tyrell sous les yeux du hibou qui sont fous. Roy tue son créateur, son géniteur. Comme l'alien blanc qui tue sa mère la reine dans Alien 4. Et voilà, Roy est désormais tout puissant. Il va bientôt mourir, mais il est tout puissant. Descartes apprend que Tyrell et JF sont morts, donc il se rend chez JF. Au passage, il se fait piquer des trucs sur sa bagnole par les Jawa Devil. Il arrive dans l'immeuble, il monte, j'adore ce plan. Les décors sont assez ouf hein, quand même, hein. Les costumes, l'ambiance, tout ça, c'est validé. Par contre, pour le reste, cette scène par exemple, bah là, ça dure 3 minutes. Je veux dire, il monte les marches, on va le voir monter tout l'escalier. Mais c'est trop long, pourquoi il a pas pris l'ascenseur? Il rentre, direct, il y a un automate qui vient le voir. Attends, mais moi je vois pas ça devant moi, je le flingue direct, hein, je cherche pas à comprendre. Hein. Il arrive dans le salon, alors là on se croirait chez Las Palais dans le Paris, là, quand Didier et Bernard ils dorment dans sa chambre. La déco aussi horrible que flippante. Pris c'est juste là, mais Descartes le sait pas. Il se rapproche d'elle parce qu'elle a l'air encore plus flippante que l'autre. Et là, coup de pied latéral en pleine face. Elle repasse en mode gymnaste, triple salto arrière courbé, hop, sur la tête de Descartes. Très bonne technique, alors là, 10 sur 10. Hein. Elle lui démonte la tête, elle repart à l'angle du praticable et se prépare pour le quadruple salto arrière vrillé avec supplément bacon et chantilly. Sauf que Descartes chope son gun. Attention, voilà, et PAM! Dans le bide. Et là, elle part vraiment en vrille, mais cette fois au sol. Et c'en est fini pour Pris. Et voilà, Télépris qui croyait prendre. Par contre, ça va pas être aussi facile avec Roy. Hein. Lui, il arrive et il chope le bras de Descartes à travers le mur. Comment il pouvait savoir que Descartes était juste là, tu sais, les Nexus 6, ils sont bons, ils voient pas à travers les murs. Hein. Encore un truc pas logique. Il lui pète 2 doigts, ensuite il lui rend son flingue et sa main et lui laisse même quelques secondes pour se préparer. Parce que Roy, il est cool quand même, tu vois, sous ses allures de dur à cuire. Regardez comment il est triste de voir sa meuf qui s'est fait dézinguer. Comme quoi, il aurait peut-être des sentiments finalement, même si c'est un robot. Il a même des larmes. Non mais attendez, normalement ça pleure pas un robot. N'empêche que là, on commence un peu à se demander qui est le plus robot des deux. Hein. Aurait-il bien plus de points communs qu'on ne le pense? Descartes essaye de se tirer, mais coucou, c'est moi! Il va falloir que je te tue. À moins d'être vivant, on ne peut pas jouer si on ne joue pas. Alors, arrêtons-nous 2 secondes, voulez-vous, sur cette ligne de dialogue. Il va falloir que je te tue. À moins d'être vivant, on ne peut pas jouer si on ne joue pas. Il n'y a pas eu un problème de traduction, non, VO? Non, c'est pareil, c'est la même phrase. Ah bon? Ah ouais, c'est mot pour mot la même chose. Car lui non plus, il a pas fait sa mise à jour. C'est marrant d'ailleurs parce que juste après, il fait une tête chelou comme s'il se rendait compte lui-même que ce qu'il disait c'est n'importe quoi. De toute façon, quand tu rentres comme ça dans une pièce alors qu'il y avait une porte juste à côté, c'est qu'il te manque une case. Hein. Et là, Descartes grimpe difficilement sur le toit de l'immeuble. Mais Roy est déjà là. Ah, il a une bonne gueule quand même. Il fait peur, mais pas trop. C'est-à-dire à la fois il a une gueule de névrosé, il tue des gens, à la fois il kiffe l'eau sur son visage et il fait des câlins en pigeon. Le gars sait faire la part des choses. Descartes se la joue une autre dans Matrix et saute, mais il se rétame la gueule comme un pauvre Manon. Roy lui y arrive sans problème grâce au pouvoir du pigeon. Descartes est suspendu dans le vide, il va tomber. Roy arrive au-dessus de lui, tel Scar au-dessus de Mufasa. Descartes ne tient plus qu'à une main, il a 2 doigts de tomber, il va lâcher. Attention, aïe! Putain! Roy l'a rattrapé. Roy l'a rattrapé, les gars. Il l'a sauvé. Mais pourquoi faire? Il veut le tuer lui-même? Bah parce qu'après tout, c'est comme qu'un robot sanguinaire, hein, je veux dire, qui a tué des gens à main nue. Mais là, non. Il pose des cartes, qui hallucine un petit peu. Hein. J'aime beaucoup le jeu d'Harrison Ford à ce moment-là. Roy s'assoit, et là, tu as déjà vu un robot tout nu? Nous arrivons enfin à la scène. La scène du film. Cette scène qui est pour moi, comme pour des millions de gens,
absolument sublime. Quand on sait tout ce qui s'est passé avant. On l'appelle la scène du monologue des larmes dans la pluie. Ce monologue qui a sa propre page Wikipédia, sur laquelle il est écrit qu'il s'agit peut-être du soliloque mortuaire le plus émouvant de l'histoire du cinéma. Et mon Dieu que c'est vrai, c'est d'une émouvance absolue. Je peux évidemment pas vous le mettre en entier, et c'est bien malheureux, donc je vous mets le lien de la scène en description. À ce moment-là, Roy, qu'on imaginait tous tuer Descartes, décide de le laisser en vie. En lui livrant un discours digne des plus belles déclarations des Miss Univers qui disent qu'elles veulent plus de justice sociale et qu'elles veulent combattre les inégalités et qui iront se prélasser sur des yachts de milliardaires quand elles auront gagné. Non mais sérieux, c'est un discours d'une puissance. Ça me fout les frissons à chaque fois, ça me foutrait presque les larmes. Parce que non seulement le texte est méchamment beau, quand on sait que c'est l'acteur Rutger Hauer lui-même qui a modifié le monologue la veille du tournage, parce qu'il était énormément plus long et plus compliqué avec des termes techniques et tout, et que l'acteur a dit qu'à Ridley Scott, il trouvait que ça correspondait pas au personnage à ce moment-là, et qui en plus a improvisé la dernière phrase au moment du tournage, les larmes, enfin je veux dire, les moments se perdent dans l'oubli comme les larmes dans la pluie, il est temps de mourir, c'est lui qui a improvisé cette phrase-là. Bah franchement, pour un néerlandais, chapeau. Mais surtout parce que cette scène-là veut dire tellement de choses. Roy Batty montre à Descartes, en même temps qu'il nous montre à nous-mêmes, que tout robot sanguinaire qu'il est, il n'est pas dénué d'humanité. Et que la frontière entre l'humain et la machine est vraiment très mince. Et qu'effectivement, les machines peuvent apprendre des sentiments comme peut-être l'amour ou la justice et même la pitié. Je vous conseille l'excellente vidéo de la chaîne Chronique Fiction, vous connaissez tous cette chaîne. Ils ont fait une vidéo spéciale sur le message caché de Blade Runner qui réside dans ce monologue. Et voilà, Roy Batty, le dernier Nexus 6, est mort sous les yeux de Descartes qui hallucine un peu de ce qui vient de se passer. Et je dirais même qu'on arrive à lire dans ses yeux une sorte d'humilité. Un peu comme s'il avait compris le message que Roy voulait lui faire passer. Et voilà, donc écoutez là, c'est un peu long, je crois qu'il est temps de conclure. Titre. Là il y a Gaff, l'autre Blade Runner là, vous savez, qui arrive et qui dit « Vous arrivez à la fin !» Et là il lui lance son flingue, mais attention putain, tu vas... Putain mais t'es con merde, tu vas tirer dessus là. Ah il a encore fait une gaffe. Dommage qu'elles doivent mourir. Et ouais, il en reste une, la dernière, celle qui kiffe. Il rentre chez lui et il la trouve en train de dormir, la petite pucette. Et là, soit il la tue, soit il la ken. Et ils décident de s'enfuir ensemble. Mais juste avant de partir, il voit un petit origami en forme de licorne. Et il se dit, une licorne. Qu'est-ce que ça peut bien être? La licorne est une créature légendaire à cornes uniques. Son origine controversée résulte de multiples influences, en particulier de descriptions d'animaux tels que le rhinocéros et l'antilope issus de récits d'explorateurs. Et là, vous avouerez que c'est quand même bizarre. Parce que ça veut dire que Gaff est venu ici, a vu Rachel, ne l'a pas tuée, et a fait une petite licorne en origami. Mais pour dire quoi? Parce que plus tôt dans le film, Descartes a eu un rêve comme ça, il a eu une vision d'une licorne comme ça qu'on voit. Alors, est-ce que ça voudrait dire que Gaff connaît les rêves de Descartes? Parce que ce seraient peut-être des rêves qui seraient implantés? Parce que Descartes est en fait un putain de répliquant lui aussi? Hein? Mystère! Allez, ils partent tous les deux, et fin! Et voilà, c'est tout ce que je peux vous dire sur le film Blade Runner. Un film culte, un film pionnier de tout un genre, la science-fiction, mais aussi le cyberpunk. Un film qui a marqué une génération. Alors évidemment, toute la question est de savoir est-ce que Descartes est un répliquant ou non. Et c'est marrant parce que là, il y a deux points de vue différents. Un du réalisateur et un de l'acteur. Ridley Scott, lui, pense que Descartes est un répliquant. Lui, ça le gêne pas cette idée, au contraire, même il a dit oui, je pense que ça pourrait vraiment en être un. Et effectivement, quand on voit ce genre d'indices, et d'autres aussi dont on n'a même pas parlé, on pourrait, enfin tout porte à croire que Rick est un répliquant. Mais si on demande au principal intéressé, Harrison Ford, lui, il dit que non. Descartes n'est pas un répliquant, n'en a jamais été un, parce que Harrison Ford ne veut pas qu'il en soit un. Il trouve que c'est beaucoup mieux qu'il y ait un vrai humain au centre de cette histoire. Donc au final, c'est un petit peu comme pour 2001 c'est de l'espace, à savoir qu'il n'y a pas vraiment d'explication officielle, et c'est un petit peu à nous de nous faire notre propre interprétation. Allez, j'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère qu'elle sera pas bloquée par la Warner. Allez, rapidement avant de vous quitter, je vous annonce la date de mon tout premier live Twitch. Ce sera le mardi 11 avril à 21 h. Voilà, mon tout premier live Twitch, je me lance, j'arrive enfin sur cette plateforme et on va pouvoir discuter ensemble et partager plein de trucs. Venez nombreux. Pour la prochaine vidéo, on repart d'un film. Je vous avoue que je vais lentement mais sûrement m'éloigner de l'astronomie, puisque comme d'autres l'ont fait, par exemple Arnaud d'Astronogeek, il le dit, il explique très bien, les vidéos d'astronomie aujourd'hui sont celles qui font le moins de vues sur nos chaînes. Alors je sais pas si c'est parce qu'on n'en parle pas bien, ou si c'est parce qu'on n'arrive plus à intéresser les gens, ou que les gens ne s'intéressent plus à ça, mais clairement, si je veux continuer à être un petit peu dans le coup, les vidéos qui marchent le plus sont les films, donc je continue les films, et je vais faire d'autres trucs aussi. L'astronomie, on en parlera quand les sujets intéressants se présenteront. Et pour la prochaine, on refait donc un film, et pour la première fois, eh bien, je serai en charmante compagnie pour la collaboration la plus glamour de l'histoire de la chaîne. Allez, bisous tout le monde, merci encore de m'avoir suivi, c'est Yann Solo sur 12 Parsec. Ciao.